Le décès de Papa Bouba Diop à l'âge de 42 ans, ce sera notre premier sujet. L'ancien international sénégalais a reçu les hommages donc à l'arrivée de sa dépouille à l'aéroport ce vendredi. Nous ferons le point également de la Champions League au niveau de l'Europe avec la situation de grandes équipes comme Dortmund, Paris, Manchester, Real et Liverpool. Et puis l'Allemagne, Joachim Löw, confirmé dans son rôle de sélectionneur de l'équipe allemande. Voilà pour les sujets. Ce sera avec Henri Akodo, responsable d'AfriqueExpress.net. Bonsoir Henri. Bonsoir Samuel. Merci d'être avec nous et joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Vous avez finalement vendu la mèche. Je vends la mèche, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Okay. Beaucoup de santé, de joie et de bénédiction. Merci beaucoup. Merci bien à vous. Le football, comme je le disais, l'ancien milieu de terrain international sénégalais Papa Bouba Diop est décédé à l'âge de 42 ans des suites d'une longue maladie. C'est ce qu'a annoncé dimanche 29 novembre la Fédération sénégalaise de football. Papa Bouba Diop avait marqué le but de la victoire contre l'équipe de France. C'était au cours du mondial 2002, premier buteur sénégalais à un mondial. C'est un héros qui est mort. Un héros qui est mort, une icône nationale et africaine qui est décédée. Papa Bouba Diop, c'est l'histoire d'un petit garçon de Dakar qui est devenu grand finalement, qui est rentré finalement au panthéon de ces grands joueurs du football africain, tels que les Salif Keita, les Kalusha Boya, les Didier Okocha, les Laurent Pokou, Didier Drogba, Samuel Eto'o. Il a marqué l'histoire de toute une génération. Papa Bouba Diop, vous venez de le rappeler, c'est le premier buteur sénégalais en une phase finale de Coupe du Monde. C'était en 2002, la fameuse 22e minute contre l'équipe de France, grande équipe à l'époque, championne du monde en titre, vainqueur de l'Euro en titre, et qui s'est fait battre par cette formation sénégalaise. Et c'est pas Bouba Diop sur un débordement magistral de El Hadji Diouf qui a centré dans la foulée. C'est pas Bouba Diop qui a catapulté ce but, ce ballon dans les filets de Fabienne Barthez, un but dantesque, d'anthologie finalement, qui va marquer à jamais l'histoire du football sénégalais et africain, puisque au-delà du fait d'être le premier buteur sénégalais en une phase finale de Coupe du Monde, Papa Bouba Diop reste aujourd'hui le premier buteur africain face à l'équipe de France en une phase finale de Coupe du Monde, et c'est tout simplement magistral. Il a, en tout cas, il avait 42 ans, puisqu'on parle de lui désormais au passé. Et de quoi est-il mort? On parle d'une maladie rare. On parle d'une maladie rare, on parle de la maladie de la Charcot, une maladie qui attaque les neurones et qui entraîne une faiblesse musculaire et qui, derrière, entraîne également une paralysie. C'est une maladie qui rend vulnérable puisqu'elle amenuise, elle réduit l'espérance de vie du patient. Et donc, il est décédé de cette maladie rare. C'est tout simplement dommage puisqu'il est encore jeune, 42 ans, même s'il avait raccroché en tant que footballeur international et vivre et donner beaucoup de choses au football sénégalais, entre guillemets, et africain. Mais finalement, il est parti. La fameuse fâcheuse a encore frappé. Elle a poursuivi son œuvre dévastatrice, puisqu'il faut le rappeler, c'est quand même une période noire pour le football africain, qui vient de perdre de grands noms. L'ancien vice-président de la CAF, Sey Memane, il y a quelques semaines. On se souvient également de ce décès prématuré du président Augustin Sidi Diallo, le président sortant de la Fédération ivoirienne de football. En début d'année également, avec cette pandémie de la coronavirus, on se rappelle de ce décès d'un certain Pape Diouf, grand monsieur du football sénégalais et africain. Et donc, Papa Bouba Diop vient de s'ajouter à ce lot de décès. C'est tout simplement dommage pour ce football africain qui est en pleine gestation. Sa dépouille est revenue au Sénégal. Un hommage lui a été rendu à l'aéroport.
Oui, sa dépouille a été rapatriée, a débarqué tout à l'heure au niveau de l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, et c'est le chef de l'État, même son Excellence Macky Sall, qui a présidé à la cérémonie d'hommage national. Il sera inhumé demain dans la région de Rufisque. Il y aura cette levée des corps au niveau de la mosquée des HLM de Rufisque, et il sera finalement inhumé dans un cimetière de la région. Cet hommage national est tout simplement mérité. Comme je le disais tantôt, il faisait partie de cette belle génération, cette belle épopée de footballeurs sénégalais qui auront marqué l'histoire de ce football sénégalais-là et africain, parce qu'il faut le rappeler, au-delà de Pape Bouba Diop, ce fut quand même une bande de copains, une bande de joueurs qui en voulaient à mort, qui étaient déterminés, qui étaient solidaires entre eux, amenés par un entraîneur charismatique, le français Bruno Metsu, paix à son nom, paix à son âme également, amené par un sélectionneur adjoint également, qui est Jules Bocandé, ancien sénégalais, ancien grand footballeur sénégalais. Lui également n'est plus de ce monde. C'était une belle épopée, comme je le disais tantôt, une constellation de bons joueurs, au-delà de Pape Bouba Diop, Henri Camara, qui a marqué 2 buts dans cette phase finale de Coupe du Monde. On se rappelle de ce doublé face à la Suède en huitième de finale, ce but en or qui a qualifié le Sénégal pour les quarts de finale. Lamine Diatta, Ferdinand Coly, l'actuel sélectionneur national Aliou Cissé, le gardien Tony Silva, Habib Beye, ils sont nombreux, les Souleymane Camara. C'était une très belle équipe, une très belle génération qui a été façonnée par Bruno Metsu, cette génération qui s'est révélée au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 au Mali, où ils ont eu à disputer pour la première fois dans l'histoire du football sénégalais une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations face au Cameroun. Ils ont été battus en finale dans les tirs au but, et derrière cette participation à la Coupe du Monde, et ce 31 mai 2002, ce fameux 31 mai qui a permis au Sénégal de battre la France en match d'ouverture de la Coupe du Monde. Pour la deuxième rencontre, le Sénégal a fait un match nul 1-1 face au Danemark. C'était Lamine Diatta qui avait marqué. Lamine Diatta qui était le compère de Pape Bouba Diop au milieu du terrain. Pape Bouba Diop, au-delà de ses qualités physiques et athlétiques exceptionnelles, au-delà de sa capacité à récupérer un nombre incalculable de ballons dans l'entre-jeu, il était également buteur, puisque quelques jours après avoir marqué face à la France, il a filé un doublé, il a planté un doublé face à l'Uruguay, ce qui fait de lui aujourd'hui le meilleur buteur sénégalais en une phase finale de Coupe du Monde. Pour un milieu de terrain, c'est quand même rarissime. 3 buts, c'est quand même inimaginable. Il faut également dire que c'est quand même un garçon qui qui a eu une progression fulgurante dans sa carrière. Il est parti d'un petit club d'Elfam Saltigue au niveau de Rufisque pour atteindre le Diaraf de Dakar. Après, il a rejoint la Suisse avec cette formation de Neufchâtel, Samas, avant d'aller au niveau de Grachopère dans le championnat suisse également. Et par après, il a montré son talent. Il a été recruté par la formation du nord de la France, le Racing Club de Lens, une formation avec laquelle il a passé 3 années. Dans cette équipe, on avait 2 internationaux sénégalais, Aladi Diouf et Aliou Cissé, pour ne citer que ceux-là. Et après, il a rejoint l'Angleterre, Fulham, Birmingham, West Ham. Il a fait également Portsmouth. Il a fait également un tour au niveau de l'AOK Athènes en Grèce. C'est un globe-trotteur, entre guillemets, puisqu'il a traîné sa bosse un peu partout. C'est quand même un joueur de dévoi, un joueur qui était déterminé, surtout quand il portait la tunique nationale. Il a porté à son 3 reprises. Il a marqué 11 buts. Pas que des buts en Coupe du Monde. Il a marqué également des buts décisifs pour le Sénégal, notamment en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006, où le Sénégal était face à la Guinée en quart de finale. Et la Guinée menait, et qui a surgi pour donner la victoire au Sénégal. C'était encore une fois Pape Bouba Diop qui, en 3 sélections, a marqué 11 buts avec les Lions de la Teranga. Paix à son âme, tout simplement. Pape Bouba Diop, c'était aussi, au-delà de l'immense carrière footballistique qu'il a connue, un homme très discret.
un homme très discret. D'ailleurs, je lisais hier dans les colonnes de France Football un bel article qui lui a été consacré par notre confrère Franck Simon, qui parlait de cet homme qui était sobre, qui était très humble, qui ne voulait pas être sous les projecteurs, mais dont il était quelqu'un de très sympa. Il était un joueur qui finalement avait qui finalement était motivé sur le terrain, au-delà du fait qu'il ne faisait pas de bruit, il se consacrait à bien jouer sur le terrain, à être solidaire, à être déterminant, à être véritablement au four et au moulin, à colmater les brèches. D'abord, comme je le disais tantôt, c'est un joueur. Ce n'était pas un joueur, c'est pas un joueur offensif, c'est-à-dire qu'il est un milieu récupérateur. Il avait en charge l'équilibre du bloc, il avait en charge la récupération, il avait en charge d'étouffer les actions, les velléités offensives des équipes adverses. Mais c'est quand même un joueur qui a montré qu'au-delà de ses qualités intrinsèques, il pouvait dépasser les fonctions. C'est ce qu'on appelle dans le football le dépassement de fonctions. Être capable de faire plus que ce qu'on vous demande. Il accompagne les actions offensives. Il se projette vers l'avant après la récupération. La preuve, le but qu'il a marqué face à l'équipe de France, c'était sur ce genre d'action. Ils ont eu à récupérer le ballon dans l'angle Lamine Diatta, qui a lancé en profondeur El Hadji Diouf, qui a fait un rush solitaire et qui a tout simplement mis en mal Franck Leboeuf. Et il a centré un centre au cordeau qui a retrouvé qui dans la surface. Il n'était pas un attaquant, mais il a plongé. Pape Bouba Diop. C'était un but qui montrait véritablement ses qualités parce que c'était un joueur qui était déterminé et qui voulait véritablement apporter sa plus-value à toutes ses équipes. Que la terre lui soit légère. Sadio Mané écrit de lui. Sadio Mané, cet autre international sénégalais de Liverpool. Sachez que vous resterez à jamais dans nos cœurs, même si vous êtes parti sans nous dire au revoir. La Champions League maintenant. On va faire un peu le point sur la situation des différentes équipes, notamment Dortmund, Paris, Manchester, Real et Liverpool. Côté Dortmund, ça passe. Côté Dortmund, ça passe. Une équipe bien structurée, bien vertébrée, avec de jeunes talents, de jeunes loups. Erling Braut Haaland incarne cette jeunesse et cette insouciance de cette équipe, mais également cette efficacité de cette formation du Borussia Dortmund. Il a marqué 6 buts en 4 matchs dans cette compétition de la Ligue des Champions cette saison, ce qui fait de lui le meilleur buteur de cette compétition. Il est l'homme à 60% de cette équipe dirigée par le Suisse Lucien Favre. Ils ont d'autres jeunes également, Régnier, ils ont des joueurs comme Marco Reus, des expérimentés comme Axel Witsel, Mats Hummels en défense. C'est une équipe qui a à cœur, qui produit un football plaisant, un football où ils veulent construire leurs actions, faire mal à l'adversaire à travers les attaques placées. Mais parfois, il y a une certaine variation dans l'utilisation du ballon, avec des joueurs qui vont très vite devant et qui, sur le jeu de transition, font mal aux adversaires. C'est quand même une équipe à respecter, même si en Bundesliga, ce n'est pas la grande forme pour le moment. Je pense qu'avec 10 points aujourd'hui dans leur poule, ils viennent de composter leur ticket pour le deuxième tour. Et attention à cette formation du Borussia Dortmund qui est pleine d'insouciance parce qu'ils ont de très jeunes joueurs, de très jeunes loups qui veulent marquer l'histoire du football européen. Est-ce que Dortmund est passé sans accroc ou ça a été difficile? Ça n'a pas été facile parce que dans une poule où ils ont eu à disputer des matchs avec une équipe comme la Lazio de Rome, par exemple, les Italiens, ça n'a pas été du tout facile, mais ils ont quand même su, à travers leur organisation, leur schéma tactique, à travers leurs individualités, à travers leur jeu collectif, ils ont su quand même tirer leur épingle du jeu dans leurs différentes rencontres. C'est quand même une équipe également qui sait jouer avec ses valeurs. C'est vrai, parfois avec la jeunesse, il y a de l'insouciance, on ne se pose pas de questions, mais parfois également, il faut être capable de pouvoir être mesuré face à certains adversaires, essayer de gérer,
parce qu'il ne faut pas tomber dans le faux rythme, et avec des joueurs comme les Mats Hummels, qui sont des expérimentés, anciens international allemand en défense, qui incarnent une certaine rigidité défensive de cette équipe, même si c'est encore perfectible avec Dan Hassel Zagadou, son compère de la scène défensive. Je pense que c'est quand même une équipe qui est en train de monter en puissance, et attention à ses prochains adversaires dans cette compétition. Paris de son côté, le PSG, avec sa victoire sur Man U, revient un peu dans le jeu. Le PSG revient dans le jeu au forceps, j'allais dire. Le score, pour moi, il est flatteur, 3-1. Mais quand vous regardez un peu, quand vous scrutez un peu les performances dans les détails de cette formation parisienne dans cette rencontre, au-delà de la victoire, qui est tout à fait salutaire, parce que l'essentiel, c'est les résultats aujourd'hui, parce qu'il faut le rappeler, le contexte dans lequel ce match s'est déroulé. PSG était en mauvaise passe, ils devaient réagir avec une situation conflictuelle entre eux et la presse, avec des joueurs qui étaient en manque de confiance, avec une certaine impréparation et cette hécatombe au niveau de l'infirmerie, avec des joueurs blessés. Donc il fallait gagner pour retrouver la confiance, et ils l'ont fait. Mais ils ont gagné cette rencontre grâce à leurs individualités. Un Neymar qui a été très bon dans les moments décisifs. Il a marqué un doublé dans cette rencontre. Mais il faut dire tout simplement que c'est une victoire qui cache un peu quelques errances de cette formation. Une victoire trompeuse. Quand on regarde un peu le contenu de cette rencontre, je pense qu'ils ont bénéficié des concours de circonstances. C'est ce qui leur a permis de pouvoir tirer leur épingle du jeu dans cette rencontre. Parce qu'avant que Marquinhos ne marque le deuxième but sur un coup de billard, la formation mancunienne avait eu plusieurs possibilités. Paris avait offert plusieurs munitions à Manchester United, qui n'a pas pu saisir sa chance, parce que Anthony Martial a eu un nombre incalculable d'occasions, Edinson Cavani également, il n'y avait pas le baraka à son niveau, et tout cela n'avait pas permis à Manchester de tuer le match. Et derrière, quand vous ne tuez pas le match dans ces conditions, ne soyez pas surpris qu'après, vous soyez rattrapé par le sort. Fred, qui a pris un carton rouge, c'était là le tournant du match, et des changements assez inexplicables de Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United. Je n'aime pas trop critiquer les entraîneurs, parce que c'est pas un poste facile, mais de mon point de vue d'observateur, je pense qu'il a tout simplement sabordé sa formation avec ces changements qu'il a fait. Il a sorti des joueurs de la ligne offensive qui permettaient au bloc équipe de Manchester de pouvoir faire reculer l'équipe parisienne. Martial, Rashford et Cavani. Et il a fait rentrer un joueur, un ailier, un jeune ailier de 20 ans, Greenwood à la pointe de l'attaque. Il a fait rentrer également d'autres milieux de terrain, ce qui a permis au PSG de pouvoir gagner des périmètres, puisqu'il n'y avait plus de ces attaquants-là qui pouvaient poser des problèmes au secteur défensif parisien. Et les Parisiens sont, dans les dernières minutes de la partie, ont remonté d'un cran, ce qui leur a permis de pouvoir gagner cette rencontre. Derrière, bon, on peut saluer quand même cette victoire parisienne. Thomas Tuchel, il est tout heureux aujourd'hui. Les joueurs comme lui-même, il était un peu en difficulté. Effectivement, il était sous la sellette, parce que avec ses rapports moins reluisants avec le directeur sportif Leonardo, avec les résultats dans de scie, notamment des matchs nuls par-ci par-là en championnat face au Girondins de Bordeaux en semaine dernière, il devait de gagner, de réagir au risque de pouvoir dire adieu à la compétition et d'être limogé avant la fin de son contrat, puisqu'il n'est pas encore prolongé pour le moment. Mais finalement, il a pu remporter cette rencontre, et pour la dernière journée, ils vont se déplacer au niveau de la Turquie pour rencontrer l'équipe réputée la moins faible, la plus faible dans cette compétition, Istanbul Başakşehir. Ils ont 9 points aujourd'hui, au même titre que leurs concurrents, Manchester United et Leipzig. Manchester fera un déplacement périlleux au niveau de l'Alliance Arena de Leipzig pour la dernière journée. Je pense que les Parisiens ont quand même les moyens pour décrocher et leur ticket pour le deuxième tour, au-delà des imperfections, au-delà de ces incohérences, de cet art dans leur jeu. Avec le temps, Thomas Tuchel va pouvoir travailler pour retrouver les bonnes complémentarités, la bonne carburation, pour que Paris puisse rayonner dans son jeu. Au-delà de la victoire, c'est quand même un effectif qui est taillé pour marcher sur ses adversaires sur le plan collectif.
Alors, si Paris revient, Paris qui a un peu d'effet de Manchester United 3-1, comme vous le disiez, donc le doute s'installe chez les Mancuniens. Oui, le doute s'installe chez les Mancuniens. C'est une équipe qui est imprévisible tout simplement pour cette saison. Des résultats en dents de scie. Tantôt, ils gagnent au forceps, tantôt ça trébuche un peu, ça crépite quelquefois, ça décrépite après. Le week-end dernier, leur dernier match en championnat, ils étaient menés par 2-0 par Southampton, et en deuxième période, ils ont su réagir, ils ont gagné grâce à un doublé d'Edison Cavani, 3-2. Et ils se sont retrouvés dans le ventre bout du classement, ils ont remonté un peu parce qu'ils étaient carrément en bas de tableau, et on se disait que cette victoire-là pouvait être un détonateur nécessaire pour pouvoir avancer, pour entamer une nouvelle spirale positive. Mais finalement, cette défaite face à cette formation parisienne était la défaite qui ne fera pas du bien à cette formation mancunienne, puisque aujourd'hui la confiance n'est pas véritablement avec cette formation, notamment avec leur entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, qui est un peu critiqué également. Dans les couloirs, on parle d'un certain Mauricio Pochettino, l'ancien entraîneur de Tottenham, l'Argentin. Si d'aventure Ole Gunnar Solskjaer n'arrive pas à inverser la tendance, la spirale négative qu'a entamé cette équipe, attention, il sera tout simplement démis de ses fonctions. Donc je pense qu'il y a quand même de la qualité dans cet effectif, au-delà de ces errances défensives, de ces largesses défensives qu'incarnent certains de ces joueurs, notamment le capitaine Harry Maguire, qui a coûté 95 millions d'euros, le défenseur le plus cher d'ailleurs actuel du football mondial, qui n'arrive pas à incarner cette rigueur défensive de cette équipe mancunienne. Il cherche encore les associations, les complémentarités, la bonne formule, vivement qu'il puisse la trouver très rapidement, puisque ça ne va pas pardonner les Américains qui sont les propriétaires de ce club. Aujourd'hui, certes, ils sont en train de le soutenir, mais ça ne va pas durer. Le Real, de son côté, le Real de Zidane est en danger. Le Real est en danger, une équipe amorphe, un collectif qui est étreint, une équipe qui est incohérente dans le jeu. Le Real est retombé dans cette travers, une équipe qui n'arrive plus à gagner. C'était une défaite la semaine dernière en championnat, le week-end dernier, et ils ont enchaîné avec cette piètre performance au niveau de Donetsk, dans le froid de Donetsk, battu par le Shakhtar 2-0. C'est une formation du Real Madrid qui est en plein doute, avec un entraîneur également qui est très critiqué. Sa formule magique n'arrive plus à faire effet, à rayonner face à des adversaires qui l'ont étudié à juste titre. J'en parlais avec un technicien tout à l'heure avant cette émission. Il me disait que c'est une équipe aujourd'hui qui manque d'inventivité, qui manque de créativité, puisque tous leurs adversaires, les entraîneurs, aujourd'hui c'est le football de haut niveau, font les séances vidéo. Ils ont décelé les qualités de cette formation du Real Madrid, et il revient à Zinedine Zidane aujourd'hui de pouvoir se réinventer pour remonter la pente, puisqu'elle n'est pas positive, c'est une pente descendante, alors qu'elle devait être ascendante. C'est vrai qu'on peut leur trouver des situations atténuantes, parce qu'avec le coronavirus, la préparation n'était pas à la hauteur, ils n'ont pas pu faire de recrutement, ils ont beaucoup de blessés. La fois dernière, c'était cette absence de Sergio Ramos qui avait encore pesé dans la balance. Raphaël Varane, en absence de son capitaine, n'arrive pas à porter cette formation défensivement, et tout cela n'aide pas cette formation du Real Madrid à pouvoir être souveraine face à ses adversaires. Dans l'enjeu également, ça manque quelquefois de créativité. Luka Modric s'est un peu tiré par les cheveux dans l'organisation. Sur les transmissions de balles, il n'y a pas beaucoup de solutions
pour le porteur du ballon. Vous avez Benzema qui a été sevré de beaucoup de bons ballons dans cette rencontre. Et tout ça là n'est pas... bien évidemment, ça ne fait pas affaire de l'affaire de cette formation Miringue. Liverpool, elle, de son côté, a réussi à se qualifier. On va passer rapidement au troisième sujet, puisque nous sommes quasiment à la fin du temps qui nous est imparti. C'est Joachim Löw, l'entraîneur de l'Allemagne, qui était menacé d'éviction. On l'avait évoqué ici hein, par la déroute 6-0 face à l'Espagne. C'était en novembre. Et bien, finalement, il a été confirmé à son poste. Qu'est-ce qu'il explique rapidement? Il a été conforté, consolidé dans son poste. Bon, le président de la Fédération allemande de football, Fritz Keller, a eu une réunion avec lui et ils ont jugé bon de pouvoir le laisser continuer parce que nous sommes à quelques mois de la prochaine Coupe d'Europe des Nations de l'Euro en 2020-21 qui va se dérouler au niveau de la Russie. Nous savons que la dernière fois que l'Allemagne a remporté une compétition continentale, c'était en 96 en Angleterre et les Allemands veulent renouer avec la victoire puisqu'ils sont avec l'Espagne, l'équipe la plus titrée dans cette compétition, 3 trophée remporté au niveau de l'Euro et donc remplacer un entraîneur qui est très critiqué actuellement et mettre l'équipe, confier l'équipe à un autre entraîneur, ça pourrait paraître un peu présomptueux, c'est-à-dire que ça pourrait paraître déstabilisant pour l'équipe parce que au-delà des comptes performances qu'il vient d'enchaîner, c'est quand même un entraîneur expérimenté qui pourrait faire remonter la pente à cette équipe qui a à cœur de renouer avec la victoire. Donc, il va continuer sa mission à la tête de cette formation de la National Mannschaft jusqu'en 2024. Nous lui souhaitons tout simplement bonne chance. Henri Akodo, merci. Merci à vous. Et encore joyeux anniversaire. Merci, Sabien. Voilà qui nous amène à la pause, le temps du journal et puis regard croisé pour suivre.